Donc un virus, c'est un agent biologique qui se reproduit à l'intérieur des cellules d'hôtes vivants. C'est-à-dire qu'il lui faut un hôte pour pouvoir se reproduire. Donc ça peut être des humains, ça peut être des animaux, ou peut-être même des plantes, mais il faut que ce soit quelque chose de vivant pour que ça puisse se reproduire. Contrairement à d'autres agents infectieux, les virus contiennent des gènes. Et c'est ça aussi qui les fait être très différents des autres microbes, on va dire, si on appelle microbes tous les pathogènes. Il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des parasites, il y a des protozoaires, il y a tout un tas de choses. Mais le virus, lui, il a des gènes. Et ce problème-là, enfin, le fait qu'ils aient des gènes, c'est que ça leur permet de muter, de se développer, de s'adapter et de muter. On a déterminé qu'il y avait environ 4800 espèces de virus. Donc ça, je vais dire, c'est uniquement les virus qui ont été identifiés. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qu'on n'a jamais et qu'on identifiera peut-être jamais. Un virus, c'est constitué donc de gènes. Alors ces gènes, ils peuvent être de l'ADN ou de l'ARN. Il y a une enveloppe protéinique qui protège le gène, et puis il y a une enveloppe de graisse autour de l'enveloppe de la protéine. Donc c'est super bien protégé. Or, apparemment, cette enveloppe de graisse, on peut l'effacer facilement avec du savon. D'où l'idée de se laver les mains. Si on est en contact avec quelque chose, l'idée de se laver les mains, c'est quand même une bonne idée, avec du savon. Et je pense que pour moi, le savon est encore plus intéressant que le gel hydroalcoolique, parce que le savon a la propriété, justement, de casser le gras, la graisse. Un virus, c'est vraiment microscopique, ça se mesure en nanomètres. Donc leur taille, c'est de 20 à 300 nanomètres. Et pour vous donner une idée de grandeur, pour qu'il y ait 1 centimètre de virus, il nous faudrait 33 000, voire 500 000 virus côte à côte. Donc c'est vraiment du domaine de la microscopie. Les virus vont se propager de plusieurs façons. Il y a des virus qui se propagent par l'exposition à des fluides dans le sang, par exemple, ou les sécrétions mucosiques sexuelles, par exemple. C'est le cas du virus HIV. Il y a d'autres virus tels que la grippe qui se propagent dans l'air par des gouttelettes lorsque les gens toussent et lorsque les gens éternuent. Ça, c'est la grippe. C'est aussi apparemment le cas du coronavirus. Il y a des virus qui se transmettent par voie fécale uniquement, ou par voie orale uniquement, par la bouche. Il y a des rotavirus qui se transmettent par contact. Alors c'est des virus plutôt qu'on trouve chez les enfants, et c'est parce que ils jouent ensemble. Et il y a des virus, ceux qui contiennent de l'ARN, comme c'est le cas du coronavirus, qui a la capacité de muter très rapidement, et donc de donner naissance à de nouveaux types de virus. C'est aussi le cas du virus de la grippe. C'est pour ça que chaque année, on a des souches de virus différentes. Donc par rapport au coronavirus, on pourrait éventuellement imaginer la même chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir une nouvelle épidémie, mais avec un virus différent. Chez les hommes, chez les animaux, les virus sont éliminés ou sont gérés par le système immunitaire. Les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. Seuls certains antiviraux qui ont été développés spécifiquement peuvent aider non pas à guérir, mais à gérer certaines maladies infectieuses comme le VIH et comme aussi, par exemple, l'herpès. Des gens qui souffrent du virus de l'herpès, et pour éviter les poussées d'herpès, ils prennent un antiviral qui s'appelle Zovirax.
Et puis, bien sûr, les patients atteints du HIV, ben, ils prennent une trithérapie. Donc, il y a 3 antiviraux, ou je ne sais même pas si c'est que des antiviraux, mais c'est une combinaison de 3 médicaments qui leur permet d'éviter que leur système immunitaire capote, en fait. Le virus est toujours là. Quand on regarde leurs analyses de sang, chez un patient, par exemple VIH, qui est positif, eh ben, les globules blancs sont très bas. Et ils sont très bas depuis des années. Mais par contre, avec cette trithérapie, ben, ils survivent et ça empêche que leur système immunitaire démissionne complètement. Voilà. Alors, notre fameux coronavirus, donc c'est un virus SARS, S-A-R-S, qui s'appelle maintenant CoV-2, donc pour corona, V pour virus, 19 parce qu'il est apparu en 2019, et 2 parce que c'est le deuxième auquel on fait face. On a eu le SARS-CoV-1 en 2003, qui avait touché à peu près 8000 personnes, et c'était en Asie. Et puis on a eu aussi un autre virus de la maladie des coronavirus. En fait, c'est une grande famille, ces coronavirus. Il y en a énormément. Qui s'appelait le MERS, M-E-R-S, ainsi un coronavirus, ça veut dire Middle East Respiratory Syndrome. Donc ça, c'était dans les pays de l'Est, et c'était en 2012. Mais tout ça, c'est des coronavirus. Alors, les États-Unis, il y a à peu près 2 semaines, avaient fait une étude et ils nous avaient dit que ce virus, malheureusement, serait airborne, donc il serait propagé dans l'air. Mais ça n'a pas du tout été confirmé par les études européennes. Donc, pour le moment, ils ne pensent pas que ce soit airborne. Mais c'est un virus qui se transmet au contact direct. Donc, contact direct, eh ben, c'est soit quelqu'un qui tousse ou qui éternue, et donc il y a des gouttelettes, et ces gouttelettes tombent, par exemple, sur le caddie où vous allez faire vos courses, et sur cette surface-là, le virus a la capacité de vivre quelques jours, certains disent 24 heures si c'est du carton. Ils ont trouvé que ça pouvait vivre 3-4 jours sur une surface, par exemple en acier inoxydable, sur du verre, sur des choses comme ça. Donc il y a les droplets, les gouttelettes, et puis il y a aussi ce que l'on va toucher. Donc vous passez derrière quelqu'un, voilà, typique, parce que je pense que dans les supermarchés, ça a beaucoup véhiculé ce virus. Je pense que c'était plus là, à mon avis, que sur les marchés ouverts. Parce qu'évidemment, dans les marchés ouverts, on éternue, on tousse, mais ça tombe par terre la plupart du temps, à moins que ça ait tombé sur les fruits ou sur les cartons fruits et légumes, évidemment. Mais la plupart du temps, ça tombe par terre. Par contre, dans un supermarché, bon, ça peut tomber par terre aussi, mais ça peut aussi tomber dans votre caddie ou dans votre panier de courses, etc. Bref, le problème, c'est que si vous touchez cette surface qui est contaminée et qu'après, vous vous mettez les mains, les yeux, la bouche, le nez, etc., que vous vous touchez, bon, bah, ça, c'est une porte d'entrée, en fait, pour ce virus. Voilà. D'où l'idée de porter des gants, qui est probablement une bonne idée. L'idée du masque, ouais, je suis pas persuadée parce que ces virus sont tellement microscopiques, ils vont passer sur les côtés, sur le dessus, sur le dessous du masque. Mais il faudrait se toucher quand même. Donc, la prévention, ça se fait avec nos choix de style de vie. Donc, petit 1, et c'est toujours avec ça que je commence, dans n'importe quelle pathologie, allergie, n'importe quel problème médical, il faut se pencher sur l'alimentation. Et encore plus pendant cette période de potentiel d'infection virale. C'est l'alimentation. Donc, pour que le système immunitaire fonctionne bien, il nous faut
une alimentation que j'appelle riche en nutriments. C'est quoi une alimentation riche en nutriments? 1. Des protéines. Pour que vos lymphocytes T et B, pour que vos cellules dendritiques, pour que vos macrophages, pour que tout ce système de défense inné fonctionne, il faut les nourrir. Et on les nourrit avec des protéines. Donc oui, ça se discute encore, l'histoire d'être végétarien ou pas végétarien, mais moi je vous dis que si vous voulez que votre système immunitaire lutte contre le coronavirus, il faut manger des protéines, et notamment des protéines animales. Donc, vous allez choisir vos protéines animales de la meilleure qualité possible en fonction de ce que vous avez de disponible. Évidemment, à l'heure actuelle, on est confiné, on ne peut pas aller à Pétau Schnock pour chercher ces produits. Mais je pense qu'on arrive quand même à choisir des produits de qualité. Donc, il vous faut des protéines. Avec ces protéines animales, il vous faut des graisses animales. Donc il faut manger le gras de la viande, il faut manger des œufs, il faut manger du bacon, ce que j'ai fait ce matin pour mon Sunday brunch, avec des œufs cuits dans le beurre. Oui, oui, oui. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est bon pour votre système immunitaire, c'est bon pour vos cellules lymphatiques, pour les lymphocytes. Il faut manger aussi des abats. Pourquoi manger des abats? Parce que ce sont les aliments les plus riches en nutriments. C'est là où vous allez trouver non seulement des protéines, de la bonne graisse, etc., mais vous allez trouver des vitamines. On y trouve des vitamines A, des vitamines E, des vitamines D, des vitamines B, et notamment dans le foie. Donc, avant d'être confiné et quand, comme beaucoup d'entre vous, j'ai senti le vent venir, moi, mes stocks ont été d'acheter des tranches de foie de veau que j'ai congelées, des nonos pour faire du bouillon, mais ça j'en ai tout le temps, donc ça change pas, des boîtes de sardines, parce que c'est riche en protéines et en bons gras, de maquereaux, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du bacon, voilà, des choses comme ça, que je peux congeler. Ah oui, du beurre aussi. J'ai acheté du beurre parce que j'ai la chance d'avoir un bon fromager qui fait du beurre cru, que je congèle. Donc ce beurre cru, même quand je le décongèle comme aujourd'hui, il a une odeur vraiment de vache. Et ça, c'est on aime ou on n'aime pas, mais deux, pourquoi cru? Parce qu'il est très riche en vitamine A notamment. Et que pour que vos cellules lymphatiques, notamment les lymphocytes, soient produits en quantité normale ou importante, il vous faut de la vitamine A. Pour que votre peau soit forte, c'est-à-dire qu'elle soit suffisamment nourrie, qu'elle ne craque pas, qu'elle soit pas sèche, etc., il vous faut de la vitamine A. Donc c'est ce genre de nutriments-là dont il faut faire le plein. Après, évidemment, il faut aussi des fruits et des légumes, frais si possible, et avec vos fruits et vos légumes que vous allez manger comme vous voulez, crus ou cuits, mais aussi en jus. En ce moment, j'essaie de me faire pas mal de jus. Pourquoi faire des jus? Parce que vous avez une concentration de nutriments. En fait, le message par rapport à l'alimentation, c'est ça. C'est il faut en avoir pour son argent. Et je ne parle pas d'argent monétaire, je parle de valeur nutritionnelle. C'est-à-dire que si je me fais, comme à midi, des œufs à la poêle, donc de poules élevées en plein air, qui sont riches en protéines, en graisses, en vitamines, en choline, qui est bon pour le cerveau, avec des tranches de bacon, de porc, pareil, élevées en plein air, au soleil, donc riche en vitamine D. On a besoin de vitamine D pour notre système immunitaire.
et ben, j'ai tous les nutriments possibles, inimaginaux, pour nourrir mon système immunitaire. Donc il faut commencer par ça. Vous faites des bouillons, parce que dans le bouillon, il y a des minéraux, et il y a des acides aminés, et ces acides aminés, ce sont des précurseurs des protéines aussi. Si vous pouvez avoir accès à des œufs de poisson de qualité, mangez des œufs de poisson. Si on avait tous accès au caviar, ça serait génial. Parce que c'est riche en nutriments. Alors, sans parler de caviar, vous pouvez vous acheter des œufs de truite bio ou des œufs de saumon sauvage, si vous en trouvez, ou des œufs de n'importe quel poisson. En fait, moi, je demande à mon poissonnier s'il y a des œufs. Bon, il n'y en a pas souvent, mais une fois qu'ils me connaissent un petit peu, s'il y en a, ils vont les garder dans la journée au lieu de les jeter. Parce que les œufs, que ce soit des œufs de poule ou des œufs de poisson, ce sont des aliments extrêmement riches, puisque c'est une vie en potentiel. Un œuf, c'est une vie en potentiel, donc il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc mangez des œufs autant que vous voulez par semaine. C'est pas vrai qu'il faut en manger 1 ou 2 par semaine. Ça, c'est du blabla, ça ne veut rien dire. Les œufs de crevettes, eh ben, je sais pas, Hélène. J'en ai jamais mangé. Et je m'étais jamais posé la question que les crevettes, ça avait des œufs, mais ça doit en avoir. Bah oui, 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 bien sûr. Tout ce qui est œufs. Voilà, si on était en Afrique, ça serait des œufs d'autruche, pourquoi pas. Si vous avez accès à des œufs de canard, c'est extrêmement riche, les œufs de canard. C'est plus riche que les œufs de poule. Donc ça, c'est numéro 1 au niveau nutritionnel, c'est les protéines, et c'est les protéines animales. Numéro 2, il faut nourrir la flore intestinale et toutes les autres flores du corps, puisqu'on a une flore sur la peau et sur les muqueuses. Et ça, vous le faites, alors déjà avec tous ces aliments, et surtout si c'est des légumes et des fruits frais et crus, vous allez avoir ce qu'on appelle des prébiotiques, mais aussi avec des aliments fermentés. Donc, soit ce sont des légumes qui sont lacto-fermentés, comme la choucroute, ou comme les carottes lacto-fermentées, ou comme la betterave lacto-fermentée, ou comme n'importe, on peut faire des radis lacto-fermentés, on peut fermenter pratiquement tout. Ou alors, si vous tolérez les produits laitiers, eh ben, ça va être des yaourts ou du kéfir maison. Là-dedans, vous avez des probiotiques. Donc, vous avez des choses qui vont nourrir vos différentes flores. Et encore, en France et en Europe, en Italie, en Corse, etc., on a aussi toutes les viandes séchées qui sont en fait fermentées naturellement. Donc, les jambons crus, les saucissons, toutes ces choses-là, la viande des grisons, c'est des choses qui contiennent énormément de bactéries utiles à nourrir notre flore intestinale et donc à lutter contre les virus. C'est ça qu'il faut cultiver. C'est comme ça que notre système immunitaire a les outils